En introduction, je posais la question d'une relation compétitive, rivale, conflictuelle. C'est vrai que votre conclusion force, je dirais, un tout petit peu le jeu, en évoquant même la possibilité d'une nouvelle glaciation des relations internationales. Alors, c'est vrai que c'est vrai que quand on regarde les États-Unis, ce qui est l'objectif de ce cycle de conférences cette année, entre Chine et États-Unis, ils agissent tous les deux, et ça, on ne peut pas leur en faire reproche, comme des acteurs stratégiques à part entière, comme des acteurs idéologiques à part entière, comme des acteurs économiques à part entière. Et donc, pour les autres, parce que les Russes, au fond, jouent un jeu d'acteurs stratégiques, jouent un jeu d'acteurs idéologiques, mais ne sont pas un acteur économique. Les Européens sont un acteur économique, sont attachés à des valeurs idéologiques, ils essayent de promouvoir autant que faire se peut leur modèle, mais ils ne sont pour l'instant pas encore un acteur stratégique. Donc, d'une certaine manière, on voit bien que cette relation, ce tête-à-tête, impose un peu aux autres à la fois son tempo et puis des hypothèses de solutions que vous avez vous-même formulées en évoquant la possibilité d'une sorte de nouvelle croisade des démocraties, mais encore faudrait-il que les intérêts économiques des démocraties soient convergents, encore faudrait-il que sur les valeurs, je pense à la protection de l'environnement, là encore, les intérêts des uns et des autres soient convergents. Encore faudrait-il que sur les aspects stratégiques, chacun ne voit pas midi à sa porte. C'est vrai que, par exemple, pour les démocraties occidentales, la déstabilisation, elle est plus immédiatement celle venant de la Russie, potentiellement, que de cette action de longue main de la Chine, qui, vous l'avez très bien décrite, mais qui effectivement prend des positions, mais qui en tout cas joue un jeu en sourdine, joue un jeu pour les Européens. Les défis de sécurité, ils sont évidemment au Moyen-Orient, ils sont en Libye, ils sont au Mali, ils sont en Ukraine. Et donc, voilà, comment réconcilier sur la question asiatique et de la sécurité en Asie, il y a quand même eu un cavalier seul américain sur la Corée qui a été très étonnant, qui a surpris les alliés asiatiques. Donc voilà, je m'arrête là. Moi, je fais juste une espèce de petite réaction de rebond pour vous susciter davantage de questions, mais je laisse le débatteur maintenant réagir et débattre avec vous. Bonsoir, je suis très honoré d'être là ce soir parmi vous. Et après le brillant exposé de Aaron, j'aimerais apporter un éclairage, un contrepoint ou une mise en contexte d'actualité. Je suis journaliste, je suis dans le coronavirus jusqu'au cou depuis des semaines et je ne peux, et depuis Paris, rassurez-vous, fort heureusement la technologie chinoise n'arrive pas à faire passer le virus à travers le téléphone, ce qui est quand même une chance parce qu'on peut communiquer. Et quand vous m'avez invité à venir, je me suis dit, la présentation historique de M. Friedberg est absolument extraordinaire depuis 1978, mais je ne peux m'empêcher, moi, de penser, comme vous avez dit, que j'ai commencé à aller en Chine en 1985. Et je ne vais pas raconter ma vie, parce que ce n'est pas si intéressant que ça, mais quand j'étais correspondant à Hong Kong, à cette époque-là, je pouvais aller en Chine. C'était beaucoup plus facile de Hong Kong. Je trouve un peuple chinois qui sortait du cauchemar maoïste, traumatisé, sous le choc, découvrant les premiers étrangers, après des décennies d'isolement. C'était l'époque des hôtels uniquement réservés aux étrangers et des hôtels uniquement réservés aux Chinois. C'était l'époque de la double monnaie, la monnaie du peuple pour les Chinois et les Foreign Exchange Certificates, ce qu'ils appelaient les FEC, pour les étrangers comme moi. Jusqu'en 1995, les FEC, parce que beaucoup de gens ne se souviennent pas qu'il y avait cette double monnaie. Et ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, toutes les questions qu'on se pose, toute cette opacité derrière là, me renvoie à ces premières années d'ouverture. Vous aviez la monnaie pour étrangers, puis la monnaie pour le peuple. Et déjà, vous aviez de marché noir. Puisque vous alliez dans les campagnes, vous ne pouviez pas utiliser vos FEC.
Les paysans dans les campagnes, c'était de la monnaie de singe, ils n'en voulaient pas. Donc vous deviez avoir cette monnaie-là changée en monnaie du peuple pour pouvoir voyager. À l'inverse, les Chinois, qui voulaient avoir accès à certains magasins spécifiques pour les étrangers, voulaient des FEC. Et donc, vous échangiez ça dans les ruelles de Canton. Je rappelle que l'ouverture vraiment s'est lancée dans le sud de la Chine. C'est vraiment à Canton que ça a commencé. Shenzhen, à l'époque, n'était qu'un village. Hein. C'était rien du tout. Donc déjà, je me dis, on avait déjà, si vous voulez, le cadre d'un système qui, en dépit des règles, forcément était violé systématiquement. Et tout était interdit, mais tout était possible en réalité. Et ça a duré très longtemps. Et que c'est pour ça que je parle de difficulté de transparence et d'opacité dans le système. Et aujourd'hui, ça me renvoie aussi, je galvaude un peu, mais au grand bond en avant, c'est-à-dire en 57, 61, 40 millions de morts, on n'a pas su grand-chose avant des années. Et la révolution culturelle, 66, on n'a pas su grand-chose à l'époque, sauf Simon Leys, évidemment, qui a été le seul à nous avertir. Bon, mais depuis, la Chine s'est métamorphosée. Hein. Elle est devenue un énorme chantier. C'était de la boue, des grues, de la poussière, du ciment, des migrants, 200 millions de migrants qui ont construit Shanghai, Shenzhen, Canton. On était là. Mais moi, j'ai rencontré Danone et Peugeot à Canton en 87 qui ont essuyé les plâtres. Déjà à l'époque, c'était opaque. Ils ne savaient pas comment faire, à qui s'adresser, comment négocier. Il y avait quelque chose qui n'était pas net. Il fallait aussi, évidemment, donner de l'argent à certaines personnes et surtout pas à d'autres. Il fallait trouver les bonnes personnes. Donc déjà, le système, dans la réforme et l'ouverture, j'aime bien le mot ouverture, était déjà vicié, ou du moins c'était quand même inhérent au système qui n'était pas clair déjà à l'époque. C'était très compliqué. Et puis, on se souvient des milliers d'entreprises qui déferlent en Chine et qui répondent au rêve, et vous vous souvenez le marché du milliard. Vous vous souvenez le marché du milliard? C'était l'Eldorado, il fallait y aller, c'était facile, on allait faire beaucoup d'argent. Bon, tout ça n'était pas si simple, et les patrons étrangers vous disaient à l'époque, alors les grosses boîtes, hein, ils vous disaient oh, je vais vendre ma technologie, c'est pas très grave, je vends une technologie déjà ancienne, que moi-même j'utilise plus, les Chinois, bon, ils nous rattraperont jamais. Et puis, ce n'est pas très grave, mais chacun essayait de se donner bonne conscience. Et finalement, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Ils sont en train quand même de nous dépasser sur pas mal de choses, et basés sur des technologies qu'on leur a données ou des technologies qu'ils ont volées, comme Aaron l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, à l'époque, on se disait aussi, comme l'a dit Aaron, c'est que le développement économique, le bien-être, l'apparence d'une classe moyenne, qui aujourd'hui est quand même de 350 millions d'habitants, allait mécaniquement, cette classe moyenne allait mécaniquement, jeune, riche, demander autre chose que le bien-être, c'est-à-dire la volonté, le désir de parler, de s'exprimer, de penser, de croire librement. Alors, encore une fois, on s'est un peu trompé quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il a fallu du temps pour le réaliser. C'est pour ça que je mets le coronavirus aujourd'hui en avant pour dire que peut-être ce virus nous révèle plus que jamais des dysfonctionnements qu'on n'a pas voulu voir, que certains naïvement n'ont pas voulu voir, ou alors complices de la Chine n'ont jamais révélé. Je me souviens d'un grand architecte français qui a remporté des tas de contrats, et dans un dîner, qui osait dire qu'il n'avait jamais vu de corruption en Chine. Je me dis, et c'était quand même il y a des années où vous saviez que c'était incontournable, imparable. Je me souviens aussi d'un représentant d'hypermarché français qui avait une assistante spécialement dédiée à gérer les enveloppes rouges à distribuer. Toute l'année. À qui, comment, combien, pour se garantir la sécurité du parking, l'entrée à son carrefour, la livraison des produits. Bon, tout ça, des gens le savaient, mais bon, on n'en parlait pas tellement. Finalement, la Chine, c'est superbe. C'était quand même, bon, émerveillant. C'était merveilleux, voilà. Et puis, on s'est dit, il n'y a pas si longtemps, que le développement du numérique
Internet, le téléphone, ça allait être un formidable instrument de libéralisation des esprits, de démocratisation. Vous vous rendez compte, les Chinois allaient pouvoir s'exprimer sur Internet et pouvoir faire basculer, faire trembler le régime. Exactement l'inverse qui s'est passé. Le régime a utilisé ces nouvelles technologies, et plus que jamais aujourd'hui, pour contrôler encore plus que jamais la société chinoise. Voilà. Et depuis Xi Jinping, comme l'a dit Aaron, c'est quand même un grand bond en arrière, si j'ose dire. C'est un peu galvaudé comme expression, mais en l'occurrence, elle est adaptée, elle n'est pas mal utilisée. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens qui n'étaient pas dupes, intellectuels, universitaires, sinologues, se disaient, avec la Chine, jusqu'à ce moment-là, on pouvait échanger, coopérer, partager, accepter des étudiants à l'étranger, c'était important. On avançait masqué, comme disait Deng Xiaoping. Bon, c'est vrai qu'on avance beaucoup moins masqué avec Xi Jinping, et on réalise qu'avec Xi Jinping, ça balance, ça bascule, et on n'est plus du tout dans la même Chine. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui, moi, en suivant ce dossier depuis tellement d'années, en ayant été dans toutes les provinces de Chine, vraiment dans la campagne, dans les grandes villes, les petites villes, ça me bouscule et ça provoque une certaine colère intérieure de voir encore aujourd'hui ou d'écouter aujourd'hui quelques personnes applaudir à la supposée transparence de la Chine dans la gestion du coronavirus. Mais vous sauriez, vous êtes donc très éveillé et très sophistiqué, voilà, et vous êtes très conscient de la réalité, mais sur les plateaux télé, dans les radios, vous sentez que lorsque vous dites « la Chine n'est pas transparente », vous faites sourciller. Comment ça ? Le 30 décembre, la Chine a déclaré le début d'une épidémie de virus. Elle a envoyé le génome du virus à l'OMS et à d'autres laboratoires. Ah, superbe. Je suis un petit peu comme ça subjectif, mais donc on est content parce qu'on l'a appris que le 20 janvier, qu'il y avait le virus. Et le 30 décembre, on le savait déjà. Ah, le SRAS en 2002-2003, il a fallu 4 mois et demi. Un progrès énorme, la Chine a vraiment tiré les leçons du SRAS. Elle est devenue méga transparente, quand même. En 20 ans, la Chine partage tout. On en est aujourd'hui le 17 février. Ça fait 2 mois, j'ai des amis qui, mi-décembre, en Chine, avaient déjà entendu parler du virus. Et on apprend tous les jours, aujourd'hui, on apprend tous les jours des informations nouvelles sur la nature du virus. Vous avez entendu plein de médecins ici, Institut Pasteur, autres, Mérieux. Les Chinois nous ont tout donné, superbe. Enfin, ils nous ont donné le génome. Ce qu'ils ne disent pas, et moi je commence à devenir un petit peu spécialiste du virus, c'est que ça ne suffit pas d'avoir le génome. Et si il y a des médecins parmi vous, des virologues, moi j'apprends qu'il faut quand même des statistiques épidémiologiques. Il faut trouver la source, il faut trouver le patient numéro 1, il faut localiser, il faut avoir beaucoup plus, il faut des analyses de tous ceux qui ont été infectés en premier. On nous a dit le marché des animaux sauvages. Normalement, animaux sauvages, ça fait longtemps que c'est interdit de vendre des animaux sauvages. Vous en avez dans toutes les villes de Chine. Mais c'est interdit. Donc, on arrive à opacité, corruption. C'est un des éléments qui sous-tend le système. Eh bien, on vous dit que c'est le marché, mais sur les 41 premiers cas qui ont été répertoriés, vous en avez 18 dont on ne sait pas que ça vient du marché. Ça ne vient pas du marché, mais on ne sait toujours pas d'où. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Alors, il y a des fantasmes sur un laboratoire P4 secret autour, etc. On n'en sait rien, mais ça génère quand même les incertitudes. Le 20 janvier, Xi Jinping fait un discours et révèle qu'il y a un problème public. Le lendemain, les premiers chiffres tombent, on en est à 400 cas et une dizaine de morts. Donc, Xi Jinping fait un discours, tout le monde peut parler subitement. Il a donné l'autorisation à tout le monde de parler. Ce qu'on apprend ce week-end, c'est que le 7 janvier, un comité central du bureau politique du parti, c'est-à-dire
le cœur du système. Hein. Ce sont les 7 immortels à la tête de la Chine qui se sont réunis le 7 janvier, masqués, pour parler du coronavirus. Alors que Xi Jinping, seulement 2 semaines après, a parlé du virus. Donc on se demande si les boucs émissaires de Wuhan qu'on nous a présentés comme les responsables du silence n'étaient pas effectivement utilisés par le régime, mais je ne vois pas très bien pourquoi ils ont révélé ça aujourd'hui. C'est plutôt contre-productif, ça. Autre élément intéressant, l'OMS... Pardon. Non, je disais, je crois que la métaphore propose bien le problème entre l'opacité, la corruption, un système qui verrouille et qui n'est donc pas le système, ce que disait Aaron Friedberg, qui s'ouvre naturellement, soit par l'échange, le commerce, Internet. Oui, on a en face de nous plutôt une société qui donne l'impression de s'être modernisée tout en étant quand même enfermée à bien des égards. Donc effectivement, c'est ce premier constat qui est le constat peut-être d'échec des espoirs que nous avions mis ou des promesses que nous avons crues d'une évolution naturelle de la Chine qui nous amène au point d'aujourd'hui pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il est encore temps et comment, peut-être que d'ailleurs la crise du coronavirus paradoxalement le favorisera, de ramener la Chine à quelque chose qui soit plus collaboratif, même si on ne va pas la changer du jour au lendemain, ou est-ce que inéluctablement on est sur des trajectoires qui divergent, mais avec des risques forts de conflictualité, de difficultés, et notamment pour le commerce international. Alors, exactement, mais j'arrivais à l'autre élément de l'influence de la Chine dans les instances internationales. Regardez comment l'OMS a fonctionné. C'est-à-dire, je suis très précis, il faut être très précis, le 23 janvier, je répète, le 23 janvier, à 21h, la Chine déclare la quarantaine de Wuhan. J'étais sur un plateau télé, j'annonce qu'il y a la quarantaine de Wuhan, 11 millions d'habitants, c'est le centre. 10 minutes après, conférence de presse de l'OMS, qui ne déclare pas l'état d'urgence sanitaire international. La Chine a voulu donner des gages, a voulu montrer par un geste fort, incroyable, du jamais vu. Tout le monde a réagi. Attendez, une quarantaine de 11 millions d'habitants, on n'a jamais vu ça. C'est formidable, la Chine fait ce qu'il faut. Et son influence au sein de l'OMS, non mais c'est là où je viens à l'influence nocive de l'influence de la Chine dans les instances des Nations Unies, parce que ce n'est pas seulement à l'OMS, que ce soit dans l'aviation civile, que ce soit à la FAO et dans d'autres organismes. Et vous voyez bien que le docteur Tedros, enfin le docteur, non, alors il n'est pas docteur, hein, il est doctorat, le docteur Tedros, l'Éthiopien directeur général de l'OMS, a des liens anciens avec la Chine. Il était ministre des Affaires étrangères en Éthiopie. Quand ils ont signé les contrats pour la construction du nouveau bâtiment de l'Union africaine à Addis Abeba, 200 millions de dollars, truffé de micros, et on sait que le docteur a succédé à Margaret Chan à la tête de l'OMS, qui avait été elle-même choisie par la Chine à l'époque. Donc j'en viens à ces aspects de la Chine et notamment des relations, des votes qu'elle peut avoir ou des soutiens qu'elle peut avoir dans les organisations internationales, ce qui renvoie aussi à ce que disait Aaron Friedberg, c'est-à-dire qu'à la fois la Chine développe un nouveau modèle de multipartisme, mais aussi en s'appuyant sur ses coopérations avec un certain nombre de pays, a accru son poids dans le système international et peut peser aussi sur certaines décisions. Mais voilà, maintenant, dans le dialogue entre vous, comment vous reformuleriez ou comment vous remettrez les questions Moi, ce qui m'intéresserait, ce qui serait intéressant, parce qu'il a évoqué énormément de sujets, c'est quand même l'idée que le découplage Chine-États-Unis est lancé depuis 2 ans. Trump a quand même tapé du poing sur la table. Bon, et l'Union européenne se cache derrière et avance derrière. On n'a pas vu l'Union européenne réagir avant Trump, mais on se cache un peu derrière, pas que pour les États-Unis, pas que pour la Chine. Est-ce que ce coronavirus et les réactions qu'elle implique, qu'elle provoque, je fais référence au Conseil de sécurité, enfin le Conseil de sécurité de Munich ce week-end,
où vous avez eu des passes d'armes diplomatiques entre Pompeo et Wang Yi, le chinois, qui étaient quand même assez virulentes. Et là, on voit que ça se creuse et ça se creuse. Et ma question, c'est, est-ce que ce virus et la gestion de cette crise révèlent des choses, comme vous l'avez dit, qui vont accélérer le découplage? Mais ma question, c'est ça, pendant combien de temps? Et je fais référence à ce que vous disiez tout à l'heure avec Tiananmen en 89, et 3 ans après, les États-Unis ont relancé volontairement la coopération avec la Chine. Donc là, l'idée, est-ce qu'on est à un breakpoint, de turning point avec ça? Merci beaucoup, Aaron Friedberg. Alors sur cette question, est-ce qu'on en est à un moment de la crise, accéléré par cette épidémie, où finalement le jeu chinois se révèle et amène à un changement ou un durcissement des positions américaines? Je crois que personne ne sait en fait où est-ce que l'on va et où est-ce que ça va aller, non seulement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que le régime du Parti communiste, de toute façon, n'est pas conscient lui-même ou ne partage pas l'information qu'il a. Donc on ne sait pas très bien où est-ce que ça va aller. Mais 2 points, néanmoins. La première, c'est la question qui a été soulevée par beaucoup de personnes au cours des dernières semaines. Est-ce que cette crise va avoir un impact sur la stabilité politique du système chinois, et en particulier sur la position de Xi Jinping comme dirigeant suprême? Personne ne sait, en fait, parce que je ne pense pas que nous comprenions vraiment toute la dynamique intérieure du système. Moi, ce que je crois, c'est que ça ne va pas amener à une révolution. Les gens sont dans les appartements avec leurs masques et ils ne sont pas dans les rues. Et même s'ils étaient capables de soulever, même si on pense qu'ils pourraient soulever le régime. Mais en tout cas, le problème, traditionnellement, c'est que les crises ont permis aux opposants de pouvoir essayer de lutter contre le régime. Mais ce que l'on sait, c'est il y a déjà des opposants. Néanmoins, le régime semble se mettre sur le mode familier, propagandiste, que l'on a déjà connu dans le passé, et donc vous voyez, c'est Xi Jinping le leader, on est dans un mode de guerre, et en fait les experts les plus cyniques me disent qu'ils pensent que ça veut dire que le régime commence à contrôler pensent qu'ils sont en problème, parce que sinon, s'ils avaient vraiment confiance, ils ne réagiraient pas comme ça. Alors, quel est l'impact que cela va avoir sur, finalement, le découplage entre la Chine et les États-Unis, mais aussi entre la Chine et les autres économies avancées? Et l'un des effets, et je voudrais passer quand même dire cela brièvement, l'un des effets de cette situation, c'est qu'il semble que cela ait entraîné un certain nombre de sociétés occidentales, pas seulement américaines, à reconsidérer leur implantation d'entreprises à l'avenir en Chine, justement parce que ils ont peur que leurs produits, s'ils sont produits là-bas, soient sous le coup des barrières, des sanctions tarifaires des États-Unis. Et donc il y a déjà donc des réflexions dans ce sens. Et puis aussi parce qu'il y avait déjà eu ça avant avec l'augmentation des salaires, etc. Et donc ça n'est pas facile, évidemment, de reproduire ce que l'on peut faire en Chine ailleurs. Mais néanmoins, il y a déjà une tendance de ce type. Et donc cela pourrait amener les dirigeants à reconsidérer leur plan. Et donc finalement, les entreprises, en effet, pensent que la transparence est un problème. Et donc ceci nous rappelle à nouveau que ce qui semble être un régime extrêmement fort
et robuste et non transparent, eh bien, crée des risques qui peuvent avoir des implications considérables pour les entreprises. Et donc, il y a une tendance de la part des entreprises à essayer de s'implanter ailleurs et donc un début de découplage. Si d'une certaine manière, on n'est pas très conscient de cette situation en Chine. Mais en revanche, business as usual, quand on regarde les cours de la bourse, il y a eu effectivement un frémissement, mais on voit bien que quand même le pari constant de l'économie mondiale, des grands établissements financiers, des grands placements font que la stabilité est plutôt ce qui est recherché et surtout la non-perturbation des échanges économiques.